Quel choc, une claque monumentale. C'est une descente aux enfers absolue qui retourne l'estomac et hante l'esprit pendant des jours entiers. Ah, complètement. Et que ce soit en livre audio ou en format papier, l'immersion dans cette œuvre est totale et foudroyante. L'œuvre s'intitule Les naufragés du Wager de David Gran. C'est une exploration viscérale de l'effondrement psychologique et de la lutte pour la survie, quand toute moralité disparaît. S'il fallait résumer l'expérience en un seul adjectif, terrifiant. C'est le mot juste. Au centre de ce chaos, on trouve le capitaine David Sheep. Il faut s'imaginer la scène. 4h30 du matin, une coque en bois qui se fracasse contre des rochers glacés en pleine tempête au bout du monde. L'eau noire engloutissant instantanément les marins malades piégés dans les cales. Et le paradoxe est fascinant. C'est l'avant-garde disciplinée d'un empire dit civilisé qui se métamorphose en un clin d'œil en une horde de bêtes sauvages prêtes à s'entretuer. C'est à peine croyable qu'il s'agisse d'une histoire vraie. Au menu, naufrage, scorbut, mutinerie sanglante. Et pour ceux qui survivent par miracle, l'ombre glaçante de la corde du bourreau au retour. Et c'est précisément ce qui rend la lecture de cette histoire aussi hypnotique. On n'est pas juste face à un récit de survie, on est face à une radiographie de l'âme humaine, poussée dans ses ultimes retranchements. Mais pour comprendre comment des officiers de la Royal Navy ont pu en arriver à se massacrer, il faut absolument replanter le décor de cette année 1740. L'Empire britannique se lance dans ce qu'on a appelé la guerre de l'oreille de Jenkins contre l'Espagne. Bon, reprenons depuis le début, parce que même le nom de cette guerre semble absurde. Une histoire d'oreilles coupées qui sert de prétexte officiel pour déclencher un conflit mondial. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, un capitaine britannique du nom de Robert Jenkins s'était fait couper l'oreille par des gardes-côtes espagnols des années auparavant. Il a littéralement brandi son oreille confite dans un bocal devant le Parlement britannique. C'est complètement surréaliste. Oui, mais ce n'était qu'un prétexte. Le véritable objectif de l'Empire, c'est l'hégémonie pure et simple. C'est la volonté de dominer toutes les mers du globe et surtout de piller l'or incommensurable des galions espagnols. C'est l'incarnation même de l'arrogance impériale, une hubris absolue. Une arrogance qui contraste d'ailleurs tragiquement avec la réalité de cette expédition. Parce que quand on regarde la composition de cette armada géante menée par le Commodore George Hanson, c'est censé être la fierté de la couronne, mais en réalité les fondations sont complètement pourries. Ah, mais totalement pourri. L'amirauté n'arrivait pas à recruter assez de marins valides. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des escouades de recrutement arracher des invalides, des vétérans estropiés, certains manquaient de membres ou souffraient de démence sénile, et on les a sortis directement de l'hôpital royal de Chelsea. C'est d'un cynisme effrayant quand on y pense. On imagine le tableau. On envoie une flotte remplie d'hommes qui tiennent à peine debout, affronter les pires océans de la planète, tout ça pour terrifier l'armada espagnole? Exactement. On les a littéralement portés sur des civières pour les jeter sur les ponts des navires. Et c'est là que le voyage commence. Direction le tristement célèbre Cap Horn. Et les descriptions de cette traversée, honnêtement, le sang se glace. Le Cap Horn, à l'époque, c'est le cimetière des marins. Les conditions météorologiques défient l'entendement. On parle de vagues scélérates monstrueuses, de véritables montagnes d'eau, capables de soulever et de retourner des navires de 30 mètres comme si c'était des jouets de bain. Avec des vents qui atteignent les 300 km/h, il me semble. C'est ça. L'écrivain Herman Melville, qui s'y connaissait un peu en matière de mer, comparait d'ailleurs le passage du Cap Horn à la descente dans l'enfer de Dante. Et comme si se battre contre ces éléments déchaînés ne suffisait pas, il y a un ennemi invisible qui s'infiltre à bord, le scorbut. Et la façon dont la maladie ravage l'équipage est décrite avec une précision chirurgicale est franchement nauséabonde. Ce n'est pas juste une question de fatigue ou de carence en vitamines. Non, c'est bien pire. Les corps se décomposent littéralement de l'intérieur, de leur vivant. C'est une agonie indicible. Les capillaires éclatent, d'anciennes blessures guéries depuis des années se rouvrent soudainement, les dents tombent, les gencives noircissent et pourrissent. Et ça attaque aussi le cerveau, non? Oui, il y a un effondrement neurologique total. La folie s'empare des esprits. Certains marins pleurent sans raison, d'autres ont des hallucinations terrifiantes dans l'obscurité moite des cales. Le bilan est tout simplement effroyable. Sur les 2000 hommes au départ de l'expédition, près de 1300 périront. Une hécatombe monumentale avant même d'avoir croisé le moindre navire ennemi. C'est à ce moment précis de désespoir absolu qu'on se demande pourquoi le Wager se retrouve isolé, complètement coupé du reste de l'escadre.
Et c'est là que l'analyse du leadership devient fascinante, en se penchant sur le personnage du capitaine David Shipp. David Shipp est vraiment la clé de voûte de ce désastre. C'est un homme qui vient d'obtenir son premier grand commandement. Il est inexpérimenté pour une tâche d'une telle envergure et au fond de lui, il est rongé par un complexe d'infériorité. Il manque d'assurance. Et on sait très bien comment réagit un leader peu sûr de lui en pleine crise. Il s'enferme dans une rigidité autoritaire aveugle. Voilà, ce qui le met en opposition directe avec son maître canonnier, John Bulkeley. Bulkeley, c'est l'inverse de Shipp. C'est un marin pragmatique, brillant, charismatique et surtout profondément respecté par l'équipage. Bulkeley, lui, comprend les courants, il comprend l'état désastreux du navire et de l'équipage. Il prévient Shipp à plusieurs reprises. S'ils maintiennent ce cap vers des côtes inconnues, sous prétexte de suivre les ordres initiaux, le navire va se fracasser. Absolument. Il plaide pour rejoindre des eaux plus sûres. Mais pour Shipp, obéir aveuglement aux ordres secrets de l'amirauté, qui exigent que le Wager apporte son artillerie lourde pour attaquer les terres, prime sur le simple bon sens. Son obstination devient fatale. Il confond la rigidité avec le leadership. Et c'est ce qui nous mène au fracas. On y est. La coque se déchire sur les rochers de la côte patagonienne. L'eau glaciale s'engouffre dans les cales où des dizaines de marins rongés par le scorbut sont piégés et se noient dans l'obscurité. Et là, c'est le chaos total. Au lieu de s'unir pour évacuer en bon ordre, l'instinct de survie se pervertit instantanément. C'est une scène qui marque l'effondrement immédiat du vernis de la civilisation. Une grande partie de l'équipage, terrifiée, persuadée que la mort est inévitable, décide de fracturer la réserve d'alcool du navire. Ce sont des scènes hallucinantes. On a des marins ivres-morts au milieu de la noyade. Ils pillent les cabines des officiers, s'habillent avec leurs plus beaux uniformes volés, chantent et hurlent pendant que le navire s'enfonce doucement dans les flots noirs. C'est un dernier bras d'honneur absurde face à l'inéluctable. Une mutinerie qui commence par le désespoir éthylique. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce naufrage matériel annonce le naufrage social. Une fois que les quelques 140 survivants réussissent à traîner leur corps meurtri sur ce bout de terre désolé qu'ils baptisent l'île Wager, les masques tombent. Et le décor est impitoyable. On est en plein hiver patagone, il gèle à pierre fendre, des tempêtes monstrueuses balaient l'île, et surtout, il n'y a presque rien à manger. On se croirait dans Sa Majesté des Mouches, mais avec des adultes, des militaires théoriquement ultra disciplinés. Sauf que la discipline, les grades et le prestige de l'uniforme, ça ne pèse plus grand-chose quand le ventre hurle de faim pendant des jours. La hiérarchie militaire était censée maintenir l'ordre et la rationalité, mais celle se disloque complètement. Des clans se forment, la grogne monte. Et c'est là qu'on atteint le point de non-retour. Une scène qui donne littéralement la nausée. L'assassinat d'Henry Cousins. C'est le moment de bascule définitif. Cousins, c'est ce jeune aspirant, ivre et désorienté qui se retrouve mêlé à une altercation mineure, c'est ça? Exactement. Et le capitaine Shipp, dont la paranoïa a atteint des sommets, sort de sa tente. Il est persuadé qu'une mutinerie généralisée est en cours. Et là, sans la moindre sommation, sans le moindre jugement, il lève son pistolet et tire une balle en plein visage du jeune homme, à bout portant. Le choc pour l'équipage est incommensurable. Et le plus glaçant, ce n'est même pas le tir. C'est ce qui suit. Shipp interdit formellement à quiconque de porter assistance au jeune homme. Il le laisse au sol, dans la boue gelée, agonisant, pendant des jours. On entend ses râles de douleur. C'est une agonie lente et publique, conçue comme un acte de terreur pour restaurer l'autorité. Mais cela produit l'effet diamétralement opposé. En abattant Cousins de cette manière barbare, Shipp détruit le dernier lambeau de contrat social qui unissait l'équipage. Il faut bien comprendre cette dynamique psychologique. La peur remplace effectivement le respect, mais la peur engendre une méfiance absolue. Les hommes réalisent une chose terrifiante. Leur plus grand prédateur sur cette île n'est pas la famine ou le froid, c'est leur propre capitaine. À partir de cet instant, la mutinerie ne ressemble plus du tout à une vague idée de marin désobéissant. Elle devient, dans l'esprit du canonnier John Bulkeley et de beaucoup d'autres, une stricte question de légitime défense. C'est une nécessité vitale. Et c'est là que le génie pragmatique de Bulkeley entre en scène. Ce n'est pas une révolte chaotique avec des hommes qui courent dans tous les sens avec des torches. Bulkeley orchestre la mutinerie la plus froide, méthodique et administrative imaginable. C'est un homme éduqué, un rationnel. Il rédige un manifeste formel, un véritable document légal au milieu de ce bout de rocher perdu où il expose les crimes de Shipp pour justifier leur action face à de futurs juges. Il fait signer ce manifeste par la majorité de l'équipage.
Ils se saisissent du capitaine, le ligotent, le destituent officiellement de son commandement et prennent une décision radicale. Ils vont l'abandonner sur l'île avec quelques fidèles. Et pendant ce temps-là, les mutins bricolent l'une des embarcations récupérées, l'agrandissent de briques et de brocs pour en faire un navire de fortune qu'ils ironisent en appelant le Speedwell. Et ils prennent la mer. Et là commence le cauchemar du Speedwell. Le périple de Bulkley et de ses quelques 70 partisans défie la raison. Ils se lancent dans une navigation de plus de 4000 km à travers les eaux les plus dangereuses et glaciales de la planète en direction du Brésil. Tassés les uns sur les autres, fouettés par des vagues incessantes, les horreurs de cette traversée dépassent la fiction. La famine atteint un tel stade que des hommes mâchent leurs propres chaussures. C'est ignoble. Et surtout, la morale de survie atteint des bas-fonds terrifiants. La déshumanisation devient mathématique. Bulkley et les meneurs doivent faire des choix glaçants. Lorsqu'ils frôlent des rivages déserts et inhospitaliers, ils abandonnent volontairement certains de leurs propres camarades sur les rochers. On les laisse là, condamnés à une mort certaine, simplement parce qu'ils ralentissent l'embarcation ou que chaque bouche en moins à nourrir garantit quelques jours de survie supplémentaires pour les autres. La compassion a totalement disparu, remplacée par le calcul froid de la préservation. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ceux qui ont fui. Il faut retourner sur l'île Wayer auprès de ceux qui ont été abandonnés. Le capitaine Shipp se retrouve là avec une poignée d'hommes, dont l'aspirant John Byron et Alexander Campbell. John Byron, qui, petite parenthèse fascinante, deviendra plus tard le grand-père du célèbre poète romantique Lord Byron. C'est fou, oui. Leur situation semble désespérée. Ils tentent de remonter la côte vers le nord avec les restes d'une petite chaloupe, mais ils échouent lamentablement, repoussés par les courants, usés jusqu'à l'os. Ils sont aux portes de la mort, réduits à l'état de squelettes. Et c'est alors que l'improbable se produit. Ils croisent la route d'un groupe de nomades autochtones, des membres du peuple Shonos, dirigé par un chef du nom de Martin Oleta. Les Shonos sont un peuple de l'eau, parfaitement adapté à cet environnement extrême. Ils naviguent habilement sur ces canaux mortels à bord de leurs dalkas, des canaux en bois cousu. Ils concluent un marché de la dernière chance. Les Shonos acceptent de les guider vers les colonies espagnoles plus au nord, en échange de la seule possession matérielle qui reste aux Britanniques, leur chaloupe. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, l'ironie historique de cette rencontre est absolument vertigineuse. Ah, c'est là qu'on touche au cœur de l'imposture impériale. On a ces fiers officiers de la Royal Navy, l'élite de l'Empire britannique, qui se considérait comme le sommet absolu de la civilisation. Ils méprisaient ouvertement ces peuples indigènes qu'ils étaient venus coloniser ou piller. Et ils pourtant, livrés à eux-mêmes, ces Européens prétendument civilisés se sont entretués, ont abandonné les leurs, ont sombré dans la bestialité. Et ont même, pour certains groupes dispersés, flirté avec le cannibalisme. La chute du piédestal est monumentale. Et au final, ils ne doivent leur salut qu'à l'expertise, au savoir-faire et à la pitié de ces mêmes peuples qu'ils qualifiaient avec arrogance de sauvages. Les Shonos savent lire les marées, trouver de la nourriture là où l'homme blanc ne voit que des cailloux morts. C'est une démonstration cinglante qui pulvérise le mythe de la supériorité impériale. C'est une leçon d'humilité qui aurait dû changer l'histoire. Mais on connaît la nature humaine. Quand les survivants rentrent à la maison, la vérité devient une notion très malléable. Et c'est là que s'ouvre le dernier acte, le choc des récits à Londres. Parce qu'un premier miracle se produit. Au terme d'une agonie absolue, un petit groupe des mutins du Speedwell, mené par Bulkley, parvient à rejoindre l'Angleterre. Et Bulkley, fidèle à lui-même, a toujours un coup d'avance. Il sait pertinemment que le châtiment pour mutinerie, c'est la pendaison. Alors que fait-il? Dès son retour, il s'empresse de publier son journal de bord. Il prend d'assaut l'opinion publique. Il raconte les souffrances inouïes, la cruauté de l'île. Mais surtout, il dépeint le capitaine Shipp comme un monstre sanguinaire, un tyran incompétent et meurtrier. Et ça marche au-delà de toute espérance. Le public londonien, toujours avide de récits de mer et d'aventures exotiques, s'arrache le livre. Les mutins qui devraient être offerts sont perçus comme des héros tragiques de la mer, des victimes d'un commandement abusif. On pleure sur leur sort dans les tavernes. Bulkley maîtrise totalement la narration. L'affaire semble close, le capitaine meurtrier est présumé mort sur son île. Jusqu'au coup de tonnerre. Des années plus tard, alors que l'Empire est passé à autre chose, un vaisseau accoste. Et qui en descend? Boum. Le capitaine David Shipp, de retour d'entre les morts, accompagné de Byron et Campbell. Le choc dans l'opinion publique est sismique.
C'est un retournement de situation digne d'un roman, sauf que c'est la stricte vérité historique. Les prétendus héros redeviennent soudainement des traîtres en sursis, et l'assassin présumé rentre au pays réclamer justice avec l'aura d'un officier loyal ressuscité. L'amirauté britannique est dans l'embarras le plus total. Une cour martiale est immédiatement convoquée. Et l'enjeu n'est pas simplement de rétablir les faits, l'enjeu est mortel. Au bout de cette cour martiale, il y a la corde. Chacun des protagonistes sait que sa survie dépend de sa capacité à convaincre les juges. Ce qui déclenche ce qu'on pourrait appeler la toute première guerre de fake news à grande échelle du XVIIIe siècle. Absolument. C'est une guerre de la désinformation où chaque camp tord la réalité avec un cynisme absolu. Bulkeley s'accroche à son manifeste et se pose en défenseur de la raison face à un despote devenu fou, omettant habilement les horreurs et les abandons de sa propre traversée. Et Chip, de son côté, occulte complètement ses propres erreurs de navigation. L'assassinat sommaire de Cousins disparaît de son discours et il joue la carte sacrée de la loyauté indéfectible à la couronne face à une meute de traîtres. Les mensonges par omission s'empilent. L'atmosphère dans le tribunal est irrespirable. On peut s'imaginer les regards chargés de haine qui s'entrecroisent entre ces hommes qui ont partagé l'enfer, qui ont mangé du cuir bouilli ensemble et qui maintenant tentent de s'envoyer mutuellement à la potence. C'est un face-à-face monumental. Et c'est exactement là, à cet instant précis où les portes de la cour d'amirauté se referment, que l'on doit s'arrêter. Les juges sont assis. D'un côté, le pragmatisme froid d'un canonnier qui a sauvé une partie de ses hommes par la haute trahison. De l'autre, l'arrogance d'un capitaine incompétent mais qui portait la loi du roi. Qui réussira à manipuler cette cour martiale avec le plus de virtuosité? Qui finira avec la nuque brisée au bout d'une corde d'un ponton de la Tamise? C'est un suspense qui rend fou. La lecture de ce livre magistral devient purement et simplement indispensable pour quiconque veut connaître le verdict de ce procès historique et découvrir comment s'achève l'incroyable destin de ces survivants. Et au-delà de l'issue de ce procès glaçant, l'histoire laisse une question profondément troublante à méditer longtemps après avoir tourné la dernière page. Laquelle? Quand on y réfléchit bien, et si la plus grande force destructrice dans l'Empire mondial n'était pas son armada de navires de guerre ou la puissance de feu de ses canons? Et si sa véritable puissance résidait dans sa capacité glaçante à effacer purement et simplement une vérité dérangeante de la mémoire collective, juste pour protéger son propre mythe de civilisation? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.